Mesdames, Messieurs, bonjour. Toutes nos excuses pour le retard dans le démarrage de cette émission. Ce vendredi matin, le gouvernement de la République du Bénin se réveille sans son ministre des Enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle. Yves Tchabi Kwaro a trouvé la mort ce jeudi 20 février 2025 dans un accident de circulation survenu à hauteur de Bakpirou, à moins de 5 km de Parakou. Vous suivrez tout à l'heure dans le bulletin d'information le dernier message qu'il a délivré à la nation dans le cadre de la célébration de la journée internationale des langues martinelles qui célèbre ce vendredi. Nous parlons tradition ce vendredi avec notre invité Dr Oti André. Avec lui, on se penche sur la contribution des royaumes au développement socio-culturel du Bénin, cas du royaume d'Agoling. Dans la cage aux questions, avec 5 questions de Franck Kaounou, il sera question du programme spécial d'insertion dans l'emploi à l'heure du bilan que retenir. Et voilà un peu le menu de votre matinale de ce vendredi 21 février 2025. Merci d'être debout avec nous ce matin. Voici chez vous la une des journaux. Ce vendredi matin, la République est au noir, justement, carnet noir à la une du quotidien Fraternité. Le gouvernement en deuil, le Bénin, le ministre Yves Tchabi Kwaro n'est plus, justement. Information à lire à la une du journal Fraternité. Programme 20 000 logements socio-économiques, initiative d'envergure. La commercialisation est donc lancée. Et puis en matière de sciences, la rencontre des océanographes de Bénin, deuxième édition du SAFEN Women in Tech Bénin pour une inclusion des femmes dans le numérique. Et puis justement, nous devons conserver le pouvoir pour poursuivre les réformes. Le journal cite les propos du ministre conseiller Romaric Ogouali. On retrouve à présent le Bénin intelligent, tragédie au sommet de l'État. Le Bénin est en deuil. Le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kwaro Yves Tchabi, a tragiquement perdu la vie dans un accident de la route ce jeudi 20 février à Parakou, dans le nord du pays. Et puis ordre national du Bénin, hommage à Serge Novillon et 2 autres figures. Transformation de Ganry, l'État lance des expropriations ciblées, logements sociaux à Ouedo, des prix incompris, s'interroge le journal Bénin Intelligent. Unification de l'église du christianisme céleste, talent mène la médiation. Le matinal à présent, suite à un accident de circulation à Parakou, décès tragique du ministre Kwaro Yves Tchabi, son garde-corps emporté par le drame, sa femme et le chauffeur dans un état critique. Église du christianisme céleste, talent engage la réunification des dissidents et puis justement lancement de l'initiative rendre décent le travail domestique au Bénin. Justement, un article à lire dans les colonnes du journal matinal. Ordre national du Bénin, Serge Novillon, Syriaque Edon, promu chevalier. L'événement précis, justement, deuil au sein du gouvernement du Bénin, décès tragique du ministre Kwaro Yves Tchabi. Ce jeudi, concertation au palais de la présidence de la République sur la crise, bien entendu, au sein de l'église du christianisme céleste. Talon engage l'unification de l'église du christianisme céleste. Et puis Boniaï a rendu visite à Mathurin-Nago ce mercredi. Facilitation du commerce transfrontalier, la CCI Bénin lance un projet ambitieux pour le commerce agricole entre le Bénin et le Nigeria. Matin libre à présent à Paracourt, le ministre Yves Kwaro Tchabi emporté dans un accident justement promu ministre conseiller. Janvier Yaouédiou, la métamorphose, s'exclame le journal Matin Libre.
commune de Niki, 12 bœufs empoisonnés dans une plantation d'un acadier. Réussite des cantines scolaires, une délégation du Gabon en visite de prospection au Bénin. Le télégramme échange entre le chef de l'État et la haute hiérarchie de l'Église du christianisme céleste du Bénin, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Le président Talon réconcilie les responsables de l'Église céleste. Barvu policier à Titengu, la Cour reconnaît la police coupable de violation de la Constitution présidentielle de 2026. Un comité d'évaluation des potentiels candidats de la mouvance mise en place. Audit du fichier électoral au Bénin, le gouvernement met 159 millions de francs CFA à la disposition du comité de pilotage. Éliminatoire Cannes féminine 2026, les Amazones du Bénin battent les Sierra Leonaises. Le progrès à présent échange avec la haute hiérarchie de l'Église du christianisme céleste. Patrice Talon œuvre pour le retour des beaux jours. Le président va réussir parce qu'il a choisi un bon pas et un bon plan, dit Benoît Bennett à Diogun. Logements sociaux à Ouedour, la commercialisation officiellement lancée justement. Et puis le journal qui revient aussi justement sur ce décès tragique du ministre Yves Kwaro Tchabi. 4 vérités à présent, accident mortel de la route, bien entendu dans le nord du pays. Décès tragique de Kwaro Yves Tchabi à 52 ans, précise le journal. Valorisation du patrimoine culturel de la ville de Porte-Nouveau. L'association Ouadada Bénin inaugure 2 nouveaux sites touristiques. Nord-Sud quotidien, Jean Oussès, le CIPB pose les bases d'une réflexion profonde. Deuil au sommet de l'État, le ministre Kwaro n'est plus. Éliminatoire Cannes féminine, les Amazones débutent avec une victoire. Et puis on va retrouver bien entendu un autre quotidien à présent. Après le matinal Le Bénin Intelligent, on retrouve le potentiel tragédie sur l'as Parakou Tchaourou. Le ministre Kwaro Yves périt dans un accident de la route. Son épouse et son chauffeur entre la vie et la mort, précise le journal. Une collision entre un camion Titan à Badikbarou, en deuil le gouvernement, rencontre scientifique internationale pluridisciplinaire de Cotonou, IRGIB Africa engagé pour la valorisation des travaux de recherche. Et puis justement, magouille dans les marchés publics, la corruption envoie Salvador Akpapo en prison. L'emblème du jour, la jeunesse de l'ECC dénonce un climat oppressif, grave accident de la route près de Parakou. Le ministre Yves Kwaro Tchabi et son garde de corps périssent. Et puis justement, clôture des festivités marquant les 10 ans d'existence du CPET, le FINIS, une célébration inoubliable. Justement. Et puis le décryptage info invité de l'émission Actu Matin sur Canal 3 Bénin, le ministre conseiller Romaric Ogoualé parle des efforts du gouvernement pour la sécurisation des infrastructures. Grand événement politique de week-end à Porte-Nouveau, le patriarche Karim Da Silva somme la grande mobilisation autour d'Hippolyte, bien entendu, à Rondemain samedi prochain. Libération, audit du fichier électoral, preuve de la bonne foi du gouvernement, l'opposition invite à la transparence dans la gestion, dialogue interreligieux, talon échange avec les hauts responsables de l'Église du christianisme céleste, assainissement et aménagement des villes, la construction des collecteurs annoncé, route des pêches, bien entendu le délai de paiement prolongé, ordre national du Bénin, plusieurs cadres promus, carnet noir, justement on en parle à nouveau, Kwaro Tchabi n'est plus. Et puis on va finir avec fraternité à présent, carnet noir. Le gouvernement en deuil, le ministre Yves Tchabi Kwaro n'est plus. Programme 20 000 logements sociaux et économiques. Initiative d'envergure. La commercialisation est lancée. Et puis deuxième édition du SAFEN, Women in Tech Bénin, pour une inclusion des femmes dans le numérique. Et puis justement, nous devons conserver le pouvoir pour poursuivre les réformes. Le journal cite les
propos de Romaric Ogoualé, ministre conseiller des mines, de l'eau, de l'énergie auprès du chef de l'État. Voilà pour vous la une des journaux ce vendredi matin. Vous l'avez sans doute remarqué, à la une des journaux, on parle justement du décès du ministre Yves Kabi-Kouarou. On va retrouver à présent Florence Bossard pour le bulletin d'information. Florence Boussa, bonjour. Bonjour à vous Eric, bonjour à tous. Dans le sommaire de votre bulletin d'information, le Bénin s'achemine progressivement à faire une identification fiable et référencée dans le domaine foncier. Le projet de préparation du cadastre national ouvre sa page 2 un mois après la fin de la précédente. Le lancement s'est tenu mercredi à Cotonou avec les responsables de l'Agence nationale du domaine du foncier. Ensuite, retrouvailles des ressortissants de la vallée de l'Ouémé du côté des Aguégués depuis ce mercredi 19 février. Ouémé-Roué 15e édition a officiellement démarré par les activités culturelles de l'église du christianisme céleste puis des religions traditionnelles. Et puis je vous l'avais annoncé à l'entame de ce bulletin, nous allons suivre justement le dernier message qu'a délivré, bien entendu, le ministre des enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle, qui n'est plus, malheureusement, un message délivré à la nation dans le cadre de la célébration donc, de la journée internationale des langues martinelles. On l'écoute. La commémoration de cette journée se fait dans un large éventail linguistique qui traduit parfaitement le multilinguisme dans lequel est engagée notre nation depuis sa création. De même, cette journée invite chacun de nous à examiner d'une part la richesse de la diversité à travers le bénéfice que l'humanité peut tirer lorsque les gens s'expriment et font part de leur point de vue unique et de leur propre façon de voir et de faire les choses. Le programme d'action du gouvernement 2021-2026, introduit par le président de la République, son Excellence Patrice Talon, offre divers projets, notamment le projet H, qui accorde une place de choix à la valorisation des langues maternelles à travers des offres d'apprentissage basées sur la flexibilité et la réactivité. Aussi, la mise en place de la bibliothèque numérique en langue nationale participe-t-elle au renforcement des capacités des apprenants. Cette journée est une invitation à accentuer nos rapports à nos langues maternelles pour des sociétés où l'inclusion devra être la règle d'or qui mènera au pas à franchir pour tendre vers le jubilé d'or de la journée internationale de la langue maternelle. Dans cette perspective, je lance un appel à toutes les Béninoises et à tous les Béninois pour que ce vendredi 21 février 2025 soit une nouvelle brèche pour accélérer le progrès en matière de diversité linguistique. Pour finir, je formule le vœu que demain, vendredi 21 février 2025, chacun crée un moment de discussion pour échanger uniquement dans sa langue maternelle. Échangez avec vos enfants en langue maternelle. Échangez avec vos collègues en langue maternelle. Tous ensemble, engageons-nous à relever le défi de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales au Bénin. Et bien voilà le dernier message du ministre de l'enseignement secondaire, de technique de la formation professionnelle. Un dernier message dans lequel il exhortait les citoyens à changer en langue maternelle. Florence Bossa Fongandia. Ça va. Je pense que c'est un hommage qu'on peut rendre à monsieur le ministre. C'est justement de suivre cet appel, c'est de parler en langue locale. Nemi Fongo. Milo Gondi. Ça va. Et là, il va vous parler. Toutes nos condoléances à sa famille. Justement, selon les premières informations, son véhicule a violemment percuté un camion stationné sur
consolidation rendant l'impact fatal. En mission depuis Cotonou, le ministre se rendait à Parakou où il devrait honorer plusieurs engagements, notamment politiques et éducatifs. Son décès brutal constitue une perte immense pour la nation béninoise. Allez, Florence, on suit avec vous le bulletin d'information. Oui, Eric Guédénon, on va poursuivre cette session d'information. Le 21 février 1990, nous étions au 3e jour de la conférence des forces vives de la nation au Bénin, en cette semaine marquant donc l'anniversaire de cet épisode clé de l'histoire politique du Bénin. La rédaction de Canal 3 Bénin a effectué une descente sur le site du bâtiment ayant abrité les travaux 35 ans après la conférence nationale que devient l'hôtel PLM Alidjo. La réponse dans ce reportage de Hugues Vingbe. Cet endroit que vous voyez derrière moi est un site chargé d'histoire. C'est ici que trônait l'emblématique hôtel PLM Alidjo où s'est déroulée du 19 au 28 février 1990 la conférence des forces vives de la nation. C'est ici même que le général Mathieu Kérékou, l'archevêque Isidore de Souza, Nicéphore Soglo, le professeur Albert Thévo-Edjret et d'autres grandes figures de la nation ont mis le Bénin sur les rails de la démocratie. 35 ans après, voici le visage que présente le site. Un terrain accidenté par endroits, une cocoterie, des gravats. C'est à ce paysage désertique et désolé qu'à se déplace l'hôtel PLM Alidjo de Cotonou. Par ailleurs, l'objectif de notre caméra a surpris un bulldozer en pleine opération. Seul subsiste encore la clôture de l'édifice. Hôtel au flanc de hôtel. Donc, ça n'est pas fait au badi. Et fait au badi, c'est fait au badi, moi, de bon, il a l'air blodo. Donc, moi, c'est né, il y a badi, et je dois faire le mot. Mais voilà, il est blodo, nous connaissons. Donc, il y a un bon, moi, au créé, tout le monde, tout le monde. Pour faire le mot d'Yenli, ben, le rien. Bon, jardin, nous fait que, bon, faire n'importe comment. Sur la façade de l'hôtel, des collines de sable, d'autres bulldozers et des camions également en action. Pour les riverains du site, la destruction du bâtiment ayant servi d'abri aux travaux de la première conférence nationale d'Afrique francophone est un acte salutaire. Toutefois, ils espèrent une reconstruction à la hauteur de l'héritage historique que représentait l'hôtel PLM Alidjo. Au fil au 90 fil mi ayi l'indépendance ori paré gba yan e gba hun il goblo mo problème donc là au moins fil mi an fil jawe agba c'est temps au fil gba nous bol fil mi mais fil to ran plan wa donc 90 on nous jo pour gbe lojo le di. Nos tentatives visant à connaître la nature des travaux en cours sur la façade du bâtiment n'ont pas abouti. Néanmoins, il est évident que l'environnement du site est en voie de réaménagement. L'Agence nationale du domaine et du foncier lance la phase 2 du projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre national. Cette phase va s'étendre à toutes les communes du pays. La cérémonie de lancement a connu la présence des partenaires techniques et financiers. Esther Toufa. Il s'agit d'une phase de consolidation des acquis de la première phase du projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre national, en abrégé PPMEC, clôturée en décembre 2024. Elle représente, selon la première autorité de l'Agence nationale du domaine et du foncier, plus qu'un simple programme technique. Mais plutôt une opportunité d'activité de couverture globalisée et de façon holistique de notre pays. Il s'agit d'un engagement fort en faveur d'une gouvernance foncière transparente, d'un accès facilité à l'information cadastrale et, in fine, au développement économique et social du Bénin. Initié grâce à l'appui du Royaume des Pays-Bas, ce projet a contribué à la modernisation de l'administration foncière ainsi qu'à la sécurisation du foncier au Bénin. Je pense que nous pouvons tous être sincèrement fiers de ce qui a été accompli jusqu'à présent.
C'est le résultat d'une coopération franche et minutieuse entre ANDF et les membres du consortium impliqués, dont nous sommes très reconnaissants. C'est aussi le fruit du travail acharné accompli par les équipes béninoises sous la direction inspirante de l'ANDF et avec l'accompagnement du consortium. C'est pourquoi les Pays-Bas, avec une expertise avancée dans le secteur en tant que bailleur responsable, tout en inspirant le financement prochain du Banque mondiale, ont décidé, à la demande de la partie nationale et du consortium NDF Cadastre VNG, de poursuivre et atteindre ces actions du projet pour une période supplémentaire de 18 mois et un budget additionnel de 5,5 millions d'euros, soit 3,5 milliards de francs CFA. Cette phase d'extension qui vient d'être lancée va permettre la couverture intégrale de l'enregistrement des données cadastrales dans les communes de Cotonou et de Parakou. On s'intéresse maintenant aux artisans de la promotion 2024 bénéficiaires du volet formation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain qui ont reçu mardi dernier leur attestation de fin de formation et de remise à niveau. La cérémonie officielle marquant le lancement de la remise des attestations s'est déroulée en présence de 2 ministres du gouvernement et de tous les acteurs impliqués. Teddy Boudal. Des attestations de fin de formation décernées à un échantillon de plus de 3000 jeunes ayant bénéficié du volet formation du projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain. Ces artisans ont pour la plupart renforcé leurs capacités dans les domaines de l'énergie photovoltaïque, la mécanique auto, froid, climatisation, boulangerie, pâtisserie, la transformation agroalimentaire, et les systèmes de soudure et d'irrigation liés à la mécanisation agricole. Désormais, nous allons mieux satisfaire notre clientèle qui, contente de nos prestations, pourra enfin nous payer à la juste valeur de ce que nous méritons. Sous le leadership éclairé du président Patrick Talon, notre pays a entrepris de véritables réformes sociales qui transforment le quotidien des Béninois. Cette initiative témoigne d'un engagement profond en faveur du développement humain, de l'égalité des chances et de la prospérité collective. Ces artisans formés pour le compte de l'année 2024 ont chacun bénéficié d'un perfectionnement pratique et technologique de 40 heures avec 20% de phase théorique et 80% de pratique. Ceci bien entendu sous la supervision des experts nationaux et internationaux. Je voudrais également rappeler aux récipiendaires de ce jour que ces parchemins sont certes le couronnement de beaucoup d'efforts, mais ils ne sont pas une fin en soi. Ces précieuses attestations doivent plutôt être considérées comme le tremplin d'une quête perpétuelle de l'excellence en matière de formation professionnelle. De façon concrète, 394 artisans ont été formés en énergie photovoltaïque, 300 dans la mécanique auto, 342 en froid climatisation, 200 en boulangerie, 150 en pâtisserie, 900 dans la transformation agroalimentaire et 695 dans les systèmes de soudure et d'irrigation liés à la mécanisation agricole. Pour 2025, il est prévu des actions de perfectionnement au profit de 4000 artisans dans une dizaine de métiers avec un accent particulier sur ceux intervenant dans les filières de la mécanisation agricole. Et bien voilà, c'est la fin de votre bulletin d'information. Vous avez un mot à dire en langue minan, qui est votre langue martinienne. Bon, je n'ai pas vraiment un mot à dire. Comment on dit bonne journée? Miambe ministre abe clanek modèle inti fafa meneta ono bakpedo et soanti ne batento ne baten vale benan de violé et sobe kuto. Merci à vous, Florence Bossa. Très bonne journée. On va marquer une pause avant de retrouver Candide Rourinto dans sa rubrique sport.
Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci microcrédit à l'AFIA. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Et bien voilà, nous sommes dans la rubrique sport avec vous, Candide Rourinto. Je vous informe que ce matin, nous rendons hommage au ministre des Enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle, dont le dernier message recommande de parler sa langue martinienne en ce jour. On célèbre la journée internationale des langues martiniennes. Vous êtes mari. Je suis mari. Tout ce que je vais dire à la famille et pleurer, c'est juste aimer beaucoup de travail. Pour nous viler.
C'est tout ce que je vais dire à la famille et pleurer. Ah, c'est si difficile que ça de parler sa langue maternelle. Allez, pas totalement difficile. On commence ce matin par cette bonne nouvelle pour le Bénin. Depuis hier, les Amazones ont battu leurs homologues de la Sierra Leone dans le cadre des qualifications de la CAN féminine 2026. Évidemment, victoire 2-1 pour Noélia Bamo et ses coéquipiers hier après-midi, justement au stade de Kégué à Lomé au Togo face aux Queens de la Sierra Leone. Ceci dans un match comptant pour la manche aller du premier tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines. Les deux buts béninois portent justement la signature de Aude Gbedissi. Vous allez le voir sur l'image qui va venir. Deux buts inscrits respectivement à la 24e et 45e minute de jeu sur l'image à venir. Vous allez voir voilà sur cette action, le premier but béninois, Yolande Yamin qui déborde rapidement et va faire la passe à Aude Gbedissi qui va effacer la gardienne sierra-léonaise et inscrit le premier but béninois, but inscrit justement à la 24e minute par Aude Gbedissi, l'attaquante béninoise qui évolue du côté du RC Lens en Ligue 2 française. Là, la célébration justement du premier but de la rencontre, du premier but béninois et de la rencontre justement. Le deuxième but va venir suite à cette célébration. Voilà, sur cette action, la nouvelle trouvaille de la sélection béninoise aussi, Tengue, voilà, qui est fauché dans la surface de réparation. Et là, le Bénin qui obtient un penalty qui sera tiré par Aude Gbedissi qui va le transformer. Et voilà le but, le deuxième but béninois, un doublé pour Aude Gbedissi, but inscrit justement à la 45e minute de jeu pour le Bénin. Le Bénin qui s'impose par un score de 2-1, prenant donc ainsi sous la houlette du sélectionneur intérimaire Abdoulaye Ouzérou. Les Béninoises prennent une option sérieuse pour la qualification au deuxième tour de ces préliminaires. Celles, justement, certes, elles ont dominé les Sierra-Léonaises à l'aller, mais il faudra aller boucler l'opération le 24 prochain à Monrovia, au Libéria, au cours de la manche retour pour obtenir le ticket du deuxième tour. À noter qu'au tour suivant, bien entendu, le vainqueur de cette double confrontation sera face au Nigeria pour une place au tour suivant. De toute façon, on souhaite bonne chance aux Amazones du Bénin pour la suite de ces qualifications. On va rester avec les sélections nationales, Eric. Les Guépards du Bénin connaissent désormais le programme pour les deux matchs qu'ils auront à jouer au mois de mars 2025. Comme vous le voyez sur le tableau, les dates des rencontres ont été dévoilées mercredi par la Fédération internationale de football association, bien entendu la FIFA. Et selon ce programme dévoilé, le Bénin va défier pour le compte de la 5e journée le Zimbabwe le jeudi 20 mars 2025 à 16h GMT, pour ne pas dire 17h béninoise, au stade Moses Madiba de Durban en Afrique du Sud. Ghana vont ensuite recevoir les Bafana de l'Afrique du Sud le mardi 25 mars 2025 à la même heure au stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. En attendant ces deux matchs à venir, le classement dans le groupe C de ces éliminatoires du Mondial 2026 est dominé par le Rwanda avec 7 points au compteur plus 2 comme goal différentiel, suivi justement de l'Afrique du Sud, deuxième avec 7 points plus 1. Le Bénin est positionné troisième du groupe, justement avec le même nombre de points. Quatrième place pour le Lesotho, suivi du Nigeria avant-dernier au classement, et puis le Zimbabwe qui garde la lanterne rouge du groupe C pour le compte de ces éliminatoires avec seulement 2 points contre un goal différentiel de moins 4. Il faut rappeler qu'en prélude à ces deux matchs du mois de mars prochain, les Guépards vont entamer le regroupement à 3 jours de leur premier match, soit le 17 mars 2025. Allez, on évolue avec les interclubs CAF. Oui. La Confédération africaine de football qui a procédé ce jeudi au tirage au sort des quarts de finale des interclubs de la CAF. Oui, les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale justement, que ce soit en Coupe de la Confédération ou en Ligue africaine des champions, sont fixées pour la suite de la compétition. Elles connaissent toutes leurs adversaires pour l'étape des quarts de finale et pour la compétition reine, pour dire la Ligue africaine des champions. Le premier match des quarts de finale va opposer l'équipe d'Al-Ahli SC d'Égypte à l'équipe d'Al-Hilal SC du Soudan. Pyramide FC d'Égypte va jouer le deuxième match des quarts de finale avec Asfa du Maroc. Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud sera face à l'équipe de l'Espérance
de Tunis pour le troisième match des quarts de finale. Puis le dernier match des quarts de finale va opposer le MC Alger à l'équipe de Orlando Pirates. En Coupe de la Confédération, les différents matchs des quarts de finale sont bien entendu Stellenbosch de l'Afrique du Sud qui défie le Zamalek d'Égypte, ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire de l'attaquant béninois Romaric Amoussou sera face à l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane. Le troisième match des quarts de finale de la Coupe de la Confédération va opposer le CS Constantine d'Algérie à l'USM Algérie. Donc, un duel algérien. Al-Masri d'Égypte sera face à l'équipe du Simba SC de la Tanzanie. Justement, voilà donc les 4 matchs prévus pour l'étape des quarts de finale en Coupe de la Confédération. On revient maintenant au plan national pour parler des affiches du week-end. La 19e journée de la Ligue Pro du Bénin s'ouvre dès demain avec 15 différents matchs à suivre. Oui, pour le compte du 7 et 19e journée dans la poule A, l'équipe d'Aspac défie à Tofo sur les installations du stade Omnisport. L'équipe d'Adidja Football Club, justement, avant cette rencontre, l'équipe de, ça c'est pour les rencontres de la poule B, AS Cotonou sera face à l'équipe de Avrancourt. Omnisport Étoile Filante reçoit dans son entrée l'équipe de l'AS Police. La jeunesse sportive de Pobé va en découdre avec Aziza Football Club à Pobé. Dimanche, Coton sera face à l'équipe des Dragons de l'OM Requin. Défi l'équipe de la jeunesse athlétique du Kétou. Ayema FC sera face à l'équipe de l'AS Soubemap. Et puis Asfo va en découdre avec l'USS Kraké. Dans la poule A, l'équipe d'Espoir FC de Savalou sera face à l'équipe de Abeille FC, justement sur les installations du stade Omnisport de Savalou. L'Autopopo reçoit dans son entrée dans la cité balnéaire l'équipe de Beki FC. L'AS Takouné va disputer les 3 points avec l'équipe de Dynamique FC d'Aboumakari. L'AS Tonnerre va croiser les crampons avec l'équipe de Buffle du Borgou. Dimanche, Banigansé, Dynamo Parakou d'Adier, US Cavalier d'Amissa, au lieu Dynamo FC d'Abomérias pour Pontet. Boisson, la rencontre à suivre justement dans la poule A. Et avant ces différentes rencontres, le classement dans les 2 différentes poules se présente comme suit. Avec dans la poule A en tête l'équipe de l'US Cavalier avec 34 points. Au compteur en go différentiel de plus 8. Dadi FC vient en 2e position dans cette poule avec le même nombre de points. Au compteur mais en go différentiel de plus 7. Dynamo FC d'Abomey à 3e de la poule avec 33 points. Au compteur en go différentiel de plus 10. Damissa FC est 4e de la poule en 5e position. L'équipe de Pontet FC, Audio FC est 6e, Espoir FC 7e, l'AS Tarkouné est 8e et puis en 9e position on retrouve l'équipe de Loto au Popo. Dans la poule B, le classement est plutôt dominé par l'équipe de Dragon FC de Lomé avec un total de 32 points au compteur, autant de points au compteur pour l'AS Soubemap qui vient en 2e position. L'USS Kraké 3e de la poule avec 29 points au compteur, même nombre de points au compteur pour l'équipe de Coton FC champion titre qui vient en 4e position dans cette poule. Aïma FC est 5e de la poule. Asvo 6e. En 7e position, la jeunesse sportive de Pobé. Aspac est positionné 8e au classement. Et puis Adidja est 9e de la poule avec 22 points au compteur. Après donc 19 différentes journées. On va s'intéresser maintenant à la Ligue Europa avant de parler d'une autre discipline. Là, les matchs de barrage retour se sont déroulés. Il y a un total de 8 rencontres ont été déroulées justement. L'équipe de Bodo Glimt s'est imposée par un score de 5-2 à l'équipe de Twente. Galatasaray s'est imposée par un score de 2-0 à l'équipe de AZ Alkmaar. 2 buts partout entre l'équipe du FC Bucarest et PAOK. 3-2 pour la victoire de l'AS Roma devant l'équipe du FC Porto. Ferencváros s'est imposé par un score de 2-1 à Victoria Pleasant. 2 buts partout entre Adias et Union SG. 5-2 pour la victoire de la Real Sociedad devant l'équipe de Midtjylland. Anderlecht s'est imposé par un score de 3-0 à l'équipe de Fenerbahçe. Et puis vous l'avez évoqué, on va finir avec une autre discipline qui va dérouler ce week-end avec à la clé 10 matchs à suivre. Évidemment, chez les dames, demain, samedi, pour le compte de la 3e journée du championnat professionnel de volleyball, on aura droit à une rencontre entre Vessos qui reçoit dans son entre à 15h l'équipe de Énergie Volleyball Club. Au même moment, Phoenix sera face à Dynamique VBC. Puis dimanche, on aura droit à une seule affiche, Queens Alada Olympique
olympique à partir de 15h30 sur les installations de l'université d'Abomey-Calavi. Chez les hommes maintenant, on aura droit à 7 différentes rencontres, dont 3 à suivre demain samedi, à savoir Alada Olympics, AS Police, Républicaine, USCK Dynamique, VBC et Marsorbo SC. Asso Union dimanche, Étincelle va offrir son hospitalité à Asso Union à partir de 9h. Finance va en découdre avec Adidja Volleyball Club à 14h. Au même moment, Jibar Omnisport sera face à l'équipe de Vessos, puis Énergie VBC va disputer les unités avec All Star. Prenez les différents rendez-vous. Allez, on va s'arrêter ici ce matin. Merci à vous, Candide Rourinto, pour cette rubrique. On va retrouver à présent Dr Oti André. Avec lui, nous allons parler de la contribution des royaumes au développement socio-culturel du Bénin. Le cas du royaume d'Agoné nous intéresse ce vendredi matin. Voici la page invitée chez vous. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah voilà, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est à vous que nous devons ce succès. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de 30 jours offerts à tout Canal+. Ce vendredi matin, nous parlons tradition avec notre invité, Dr Oti André. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, ressortissant du royaume d'Agoné. Notre sujet ce matin, c'est justement la contribution des royaumes au développement socio-culturel du Bénin, le cas du royaume d'Agoné. Mais avant, parlez-nous brièvement du royaume d'Agoné. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tiens à vous remercier pour cette belle opportunité que vous me donnez pour parler de la chose culturelle béninoise et plus précisément du royaume d'Agoné. Alors, il faut rappeler que de façon très simple, un royaume, c'est un territoire. C'est un territoire qui est gouverné par un roi. Et ce qui est important de comprendre est que la fonction du roi est une fonction héréditaire. Autrement dit, ne peut prétendre accéder au trône du roi que cette personne qui est dans la lignée royale. C'est quand même important de préciser ça. Alors, si on doit faire un peu le point des royaumes au Bénin aujourd'hui, nous avons le royaume d'Agoné.
dans le royaume d'Agoni, qui a été fondé vers le XVIIe siècle, plus précisément en 1634 par Yeto. Il faut comprendre que Yeto fut un descendant donc, du roi Tchaouta d'Anada. C'est un migrant, un chasseur professionnel qui a migré donc d'Aoutegudo à Alada et il était venu s'installer à Bamé, Kovedi, dans la commune de Zayando et plus précisément dans l'arrondissement d'Agoni-Huebo. Alors, de Bamé Kovedi, il s'est installé avec sa femme du nom de Taïnga, ses 2 garçons, Possou et Aglo, et sa fille Possi. Il faut quand même rappeler qu'ils étaient là dans leur ferme quand un jour, en pratiquant l'élevage, la chasse et l'agriculture, un poussin, un épervier est venu prendre l'un de ces poussins. Et comme un bon chasseur professionnel, alors il s'est emparé donc de son fusil et a commencé par suivre donc l'itinéraire de l'épervier. C'est ainsi qu'il voit que l'épervier s'est posé sur un rognier et avec son fusil, il a essayé donc de tuer l'épervier. Donc l'épervier est tombé sous le rognier. Il faut quand même rappeler qu'à l'endroit, il y avait 16 rogniers. Donc une fois que l'épervier tué est tombé, Yeto a pris un piquet et a marqué l'endroit où est tombé l'épervier. Voilà. Il a profité pour donc prendre un échantillon du sable au niveau donc des rogniers et il a rebroussé chemin. Donc sur le chemin, il a commencé donc par déplumer l'épervier qui a été tué dans l'intention donc de marquer l'itinéraire entre la zone où l'épervier a été tué et sa ferme. C'est ainsi qu'au cours du chemin, il a rencontré donc dans la forêt le nommé l'enfant, un lépreux qui a été donc abandonné par ses parents. Et il a donc raconté donc à l'enfant donc son aventure. Voilà. Avec l'épervier. Donc il lui a offert donc l'épervier déplumé. Il faut dire quand même que du retour à la ferme, Yeto a consulté donc le phare, l'oracle. C'était bizarre à ses yeux. Oui, justement sur le sable qu'il avait prélevé donc au pied donc des rogniers. Et lui a été révélé qu'il peut s'installer paisiblement sous donc le rognier, d'où le nom de Agoni. C'est quand même important de préciser ça. Alors, tout se passe donc en 1634. Donc, Yeto fut donc le premier à s'installer et à donc fonder le royaume d'Agoni. Ce qui est quand même important de préciser est que le royaume d'Agoni couvre 3 communes. Vous savez, quand vous habitez à Cotonou, à Porto-Novo, et que vous dites que vous êtes d'Agoni, la première question que vous posez est de savoir, est-ce que vous êtes d'Agoni Kové, d'Agoni Zéando ou d'Agoni Wenri? Cela montre tout simplement que dans la compréhension collective, le royaume d'Agoni couvre déjà 3 communes, à savoir la commune de Kové, la commune de Zéando et la commune de Wenri. Alors, ce qu'il faut compléter à ce niveau est que, une fois que le royaume a été donc fondé par Yeto, comme je viens donc de narrer, Yeto a commencé par recevoir donc d'autres migrants. C'est ainsi que de façon progressive, c'est lui qui donnait donc de la terre donc à ces migrants pour s'installer. Une société s'est voilà, créée. Donc le royaume a commencé par s'agrandir. Et Yeto, en voulant donc faire une petite distinction entre sa case et les autres installations, a estimé qu'il faut maintenant appeler sa case principale Huegbo, d'où le nom du Agoni Huegbo. Donc aujourd'hui, quand vous êtes dans la commune... Comme on dit, la maison mère. Voilà, la maison mère. Donc quand vous allez dans la commune de Zayando, vous avez l'arrondissement d'Agoni Huegbo, et qui est en réalité l'épicentre du royaume d'Agoni. Vous voyez un peu, c'est quand même important de préciser ça. Donc quand on parle du royaume d'Agoni, c'est 3 communes, et l'épicentre donc du royaume, c'est la commune de Zayando, et plus précisément l'arrondissement d'Agoni Huegbo, où se trouve donc le palais royal, dirigé par sa majesté Dada Yeto Kandji, qui a été intronisé depuis 32 ans, et qui s'apprête d'ailleurs
à fêter donc ces 32 ans de règne au pouvoir demain samedi. Vous qui maîtrisez si bien cette histoire, aujourd'hui le royaume a évolué, ça a grandi, c'est devenu une grande ville avec beaucoup de modernisation. Comment le royaume se porte aujourd'hui? Je peux vous dire qu'en 32 ans de règne, le roi Dada Yeto Kandji, roi d'Agonli, a œuvré pour l'enracinement du royaume. C'est quand même important. Je parle de l'enracinement culturel et je voudrais aussi aborder le volet social. Puisque Dada Yeto Kandji, roi d'Agonli, a très tôt compris qu'il faut relier la gestion du royaume au social. C'est d'ailleurs pourquoi il a mis en place la fondation Akolikhosu Yeto. Lui-même, avec ses partenaires. Et cette fondation va lancer officiellement ses activités donc demain. Et le but principal de cette fondation, c'est vraiment le développement local. C'est comment faire pour procurer donc à toute la région Agonli le bien-être social et culturel. Est-ce que ça fait partie des fonctions du roi? Bien évidemment. Vous savez, il n'y a pas aujourd'hui de développement culturel sans le développement social et économique. Vous savez, le roi est un leader d'opinion. Est-ce que c'est une activité qu'il faut laisser pour les ONG, voilà, les acteurs de la société civile, un roi Oui, la fondation Akolikhosu Yeto va travailler avec des ONG, va travailler avec ses partenaires pour quand même permettre à la population d'Agonli d'avoir le bien-être. Est-ce qu'il y a des défis à relever au plan social dans le royaume? Bien évidemment. Vous savez, comme je viens de le dire, quand vous dirigez un royaume du point de vue social, du point de vue culturel, et qu'il n'y a pas le bien-être de la communauté, ça pose un problème. Et c'est ça d'ailleurs le bien fondé donc, de cette fondation qui, comme je viens de le dire, a pour ambition non seulement de faire un développement sur le plan socio-éducatif, donc en accompagnant les écoliers, les collégiens, les lycéens et autres, mais aussi va essayer de voir dans quelle mesure, du point de vue légal, commencer par donc octroyer du microcrédit aux femmes, aux jeunes, pour des activités donc génératives de revenus. Ça fait partie quand même des missions d'un royaume. Parce que gouverner du point de vue culturel, comme je viens de le dire, c'est aussi pour voir le bien-être social et économique. Voilà. Alors aujourd'hui, est-ce que cela participe aussi à un vivre ensemble entre rois et ses sujets, entre rois et puis ses concitoyens? Est-ce qu'aujourd'hui, cette notion que nous avons des rois n'a pas évolué? Oui, il faut comprendre que du point de vue traditionnel, le roi est là pour le développement socio-culturel. Mais nous devons désormais aller au-delà de ça. C'est quand même important. Vous ne pouvez pas gouverner un territoire sans parler de tout ce qui est développement économique. Ce n'est pas possible. Le vivre ensemble dont vous parlez, il n'y a pas réellement un vivre ensemble dans la paix si les gens n'arrivent pas à satisfaire les 5 besoins fondamentaux de l'être humain. Et c'est pour ça d'ailleurs que la fondation a été créée pour voir dans quelle mesure on peut aborder tous ces aspects. Aujourd'hui, malgré l'État moderne qui a quand même un peu réduit la force et la puissance des royaumes dans la République, c'est quand même un peu étonnant que nous avons des rois qui continuent encore à s'inquiéter des questions de bien-être social de nos concitoyens. Alors comment les jeunes générations perçoivent-elles l'héritage du royaume? Je prends toujours le cas de Kovey. Et comment ces jeunes aujourd'hui, cette jeunesse contribue-t-elle à le faire vivre? Oui, je voudrais faire une petite rectification. Au fait, on parle de royaume d'Agonli. Comme je viens de le dire, le royaume d'Agonli couvre les 3 communes, à savoir Kovey, Zéando et Wenfi. Et une chose importante à préciser, c'est que l'épicentre du royaume d'Agonli, c'est Zéando. La commune de Zéando et le palais royal d'Agonli se trouve à Agonli-Huebo. C'est quand même une précision qu'il faut faire. Alors, la perception des jeunes par rapport à la question... L'histoire que vous voulez de nous raconter, est-ce qu'un jeune du royaume peut aussi raconter cette histoire bien évidemment, vous savez... Est-ce que s'intéresse aujourd'hui aux questions de royauté? Ah, c'est un livre? Oui, bien évidemment. Déjà,
Je me permets de vous remettre absolument, ça. Voilà. Ça tombe bien d'ailleurs parce que le vendredi ici, on s'intéresse à la lecture des livres. Merci beaucoup. Histoire du royaume d'Agoni, des origines à nos jours, le Rognier, justement, 2e édition, revue corrigée et augmentée. Merci. Alors, je voudrais quand même dire que toute personne qui ne sait pas raconter son histoire, sa culture, en réalité ne vit pas. Il faut que la personne soit initiée. Justement, mais c'est pour ça d'ailleurs que nous avons essayé de publier cet livre, d'ailleurs la 2e édition, en 2022, et qui retrace l'histoire donc du royaume d'Agoni, des origines jusqu'à nos jours. Et ce que je viens donc de vous présenter se trouve bel et bien donc dans ce livre, et qui a été donc régulièrement enregistré donc à la Bibliothèque nationale, et qui constitue aujourd'hui l'ouvrage de référence en matière donc de l'histoire de la région d'Agoni. Donc, tout jeune originaire d'Agoni ou non, et qui veut réellement parler donc du royaume d'Agoni, peut bel et bien se référer donc à ce document, et qui montre la richesse culturelle donc de ce royaume qui est donc unique en son genre. En tout cas, je m'en voudrais de ne pas, comme on dit, procéder à la lecture de quelques passages de ce livre. Merci beaucoup. Ici, nous avons encore, en tout cas, la photo du 5e roi d'Agoni, intronisé le 24 février 1993, Sa Majesté Dada Agoni Rossou Yeto Kandi, justement. Sa photo est là, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir une fois Sa Majesté. Procurez ce livre et vous avez les détails sur l'histoire du royaume d'Abomey. Alors, préface, en tout cas, c'est une description des vues organisationnelles, constitutionnelle, juridictionnelle, sociologique et culturelle de l'Afrique traditionnelle, précoloniale. Et puis la rencontre de sa culture avec le monde arabe et l'Europe ne sont pas des données classiques de l'histoire, bien entendu. Alors, est-ce qu'il y a des passages qui vous intéressent particulièrement? La première partie parle de la création de la région Agoni, de la création d'une ferme d'agriculture et de chasse, à la dénomination d'une région originale étendue à la naissance du royaume d'Agoni, ayant subi la colonisation française du 19e siècle. On a en tout combien de parties? Au fait, le livre qui a été donc publié en 2022, si on vient au niveau donc de la table des matières, nous avons au total 2 grandes parties. Ah oui, c'est vrai. Oui, 2 grandes parties qui retracent donc toute l'histoire d'Agoni depuis l'origine jusqu'à nos jours. Je voudrais quand même, avec votre permission, dire quand même aux téléspectateurs que nous avons quand même quelques exemplaires du livre à offrir gratuitement à toute personne qui désire en avoir. Ici à Canal 3. Hein, oui, il n'y a pas de problème. Ça peut aider donc, toute personne originaire d'Agoni ou non, et qui souhaite mieux comprendre l'histoire du royaume d'Agoni peut nous contacter avec votre permission au 01 64 06 82 82 et nous ferons donc... on précise que c'est gratuit. Hein? C'est gratuit. C'est pour ça que je vous laisse donner le numéro parce que si c'était commercial, j'aurais de soucis avec le service commercial. Justement. Donc nous avons encore quelques exemplaires qu'on peut offrir gratuitement à toute personne originaire d'Agoni ou non et qui veulent mieux comprendre donc... l'origine du royaume d'Agoni. Comment ça a évolué jusqu'à nous. C'est une exploitation croisée des sources orales et de la documentation écrite, surtout archivistique, en référence aux critères adoptés lors de la conférence nationale des rois et dignitaires du Bénin, tenue en septembre 2008 à Cotonou. Critères à remplir pour porter le titre de roi ont permis de réunir les éléments d'histoire du royaume d'Agoni à travers les grands faits historiques, les événements et les mutations depuis ses origines jusqu'à nos jours. Pour ce qui concerne les racines historiques, premier type de critères, le royaume d'Agoni, qui couvre les actuelles communes, vous l'avez relevé, de Zanando, de Kovey et de Ouenri, dans le département du Zou, en République du Bénin, Afrique de l'Ouest. Ça a été fondé au XVIIe siècle, précisément vers 1634, par Yeto, un chasseur professionnel descendant du roi Adjaoutor, migrant en provenance, bien entendu, d'Alada. Nous avons des noms tels que Léon
Bani Biobigou, professeur titulaire de géographie humaine des universités de Cames, et vous-même, docteur André Outi, maître assistant des universités Cames, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, Alain Boussi-Ponon, bibliothécaire. Voilà. C'est vous qui avez porté l'ouvrage alors? 3 Oui, et l'ouvrage avait fait l'objet d'un long processus de rédaction. Okay. Et ce sont donc, c'est sous l'autorité du professeur Biobigou que ça a été rédigé. C'est ça. Oui. Allez, un dernier mot en langue locale pour les populations du royaume d'Agoli, pourquoi pas. Aujourd'hui, nous célébrons la journée de la langue maternelle. Justement. Et comme je suis prince d'un fils donc du royaume d'Agoli, Njona Togbeni Data Yetok Kanji de Ho Akonito Buna Donindo Nikudokui Buna Donindo Tagbade Jade Bo Akonito na Inukon Numesele na Dalwe Maou Achalon na Dalwe Bena Inuko. Nous saluons aussi Sa Majesté le Roi et nous souhaitons un long règne. Oui. C'est ce que se dit habituellement. Il célèbre 32 ans. Oui, 32 ans de règne à partir de demain. On lui souhaite encore. Les festivités commencent dès ce soir avec ce que nous appelons traditionnellement le Randoro. Et à partir de demain, nous allons de façon officielle lancer les activités donc, de la fondation à Konrosuyeto, suivies donc d'autres manifestations. Merci à vous, docteur Outi André, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Merci d'être passé sur Actu Matin. Justement, avec vous, on échangeait sur la contribution des royaumes au développement socio-culturel du Bénin, cas du royaume d'Agoli. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. Actu Matin se poursuit, nous allons marquer une pause avant, bien entendu, de recevoir Franck Aounou avec son invité. En novembre, seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah ben là, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est à vous que nous devons ce succès. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de 30 jours offerts à tout Canal+. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïman de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïman. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Le Gaïman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj.
Franck Aounou, bonjour. Bonjour Eric. J'allais dire, il faut grandir. Il faut grandir. Mais vous qui êtes de Paracou, c'est Dindi normalement. Hein? Nasouba. Allez, nous sommes avec vous dans votre rubrique 5 questions de Franck Aounou. Allez, les 5 questions de Franck s'adressent ce matin à Kwenan Thomas Singbo. Il est le chargé de programme spécial d'insertion dans l'emploi, PSIE, un programme censé sortir au moins 2000 jeunes diplômés de l'infernal souci de l'emploi. On verra bien si c'est le cas déjà au Bénin avec ma toute première question. Monsieur Singbo, bonjour. Bonjour Franck. Allez, qu'est-ce que le PSIE? Alors, il faut dire que le PSIE, c'est le programme spécial d'insertion dans l'emploi, qui est une initiative du président de la République qui vise principalement à renforcer l'employabilité de 2000 jeunes par an à travers les mises en emploi et dont le paiement est pris en charge par l'État. Ça vise également à subventionner les entreprises à travers la prise en charge des salaires des jeunes que les entreprises acceptent recruter dans les boîtes. Quels sont les profils des jeunes qui peuvent bénéficier de ce programme? Alors, il faut dire que ce programme a été taillé pour faire une expérience unique. C'est-à-dire, c'est une réponse aux demandes des entreprises. Donc, ça cible prioritairement des jeunes qui sont formés, qui ont reçu des formations techniques et professionnelles, et à partir du niveau bac. Donc, pour pouvoir bénéficier de ce programme en tant que jeune, il faut avoir soit bac, licence ou master, mais tout ça, diplôme professionnel. Diplôme professionnel, j'y arrive. Qu'est-ce que vous y mettez pour ces jeunes qui vous suivent en ce moment, pour être plus, comme on le dit, plus simple dans les explications? Alors, pour dire diplôme professionnel, c'est tout diplôme qui vous permet d'avoir une qualification directe dès que vous finissez votre formation. Je vais parler par exemple des secteurs comme BTP, des diplômes des secteurs d'éthique, des diplômes des secteurs de commerce, des diplômes du secteur du service, tout ce qui concourt au bon fonctionnement d'une entreprise. Pour tout dire, c'est que tout ce qui est besoin en ressources humaines formulées, demandées par les entreprises qui travaillent dans notre pays. Immédiatement consommable. Oui, c'est bien ça. Voilà. Allez, en Conseil des ministres de ce mercredi 19 février, un compte rendu de mise en œuvre de ce programme a été fait au gouvernement. Qu'est-ce qu'on retient concrètement? Alors, il faut dire que le programme a démarré depuis juillet 2020 et bien entendu, nous sommes quasiment à la fin. Nous sommes à 6 mois, à moins de 6 mois de la fin du premier bail de 5 ans qui a été accordé au programme. Et le Conseil des ministres, ce que vous avez vu passer au Conseil des ministres, c'est le compte rendu du programme, de la mise en œuvre du programme. Et donc, ce qu'on a noté, c'est que pour comprendre quels sont les résultats que nous avons engagés, il faut juste comprendre ça à travers 6 chiffres. Le premier, c'est le nombre de candidats éligibles au programme. On a constaté que nous avons enregistré les candidats qui sont de l'ordre de 63 728 candidats éligibles au programme, qui sont venus librement s'inscrire sur la plateforme du programme pour dire que moi, je suis un candidat, comment on appelle ça, apte pour pouvoir postuler aux offres du programme. L'entreprise bénéficiaire, nous en avons enregistré 1668 sur nos plateformes, qui sont aujourd'hui des entreprises bénéficiaires du programme. Et les demandes portées sur nos plateformes par ces entreprises-là, c'est au nombre de 15 501. Pour un nombre total d'allocataires mis en emploi qui est de 7 130 sur 8 000 prévus au thème du programme. Alors, en termes de coûts, il faut reconnaître que le programme a été, comment on appelle ça, nous avons dépensé au total 15,700 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans le programme, dont 13 milliards, plus de 13 milliards sont allés directement comme subvention aux entreprises, des subventions sous forme de salaires payés par le Trésor public aux différents allocataires qui sont employés par les entreprises. 6e et dernier point, nous avons constaté lors d'une enquête que nous avons eu à faire sur la satisfaction, non seulement pour mesurer l'impact du programme sur la vie des jeunes gens, autant bien en termes d'insertion dans l'emploi, comme le niveau de revenus. Et cette enquête a révélé quand même un taux de maintien en emploi qui est de l'ordre de 68,6%, pour ne pas dire 69%. Autrement dit, 69% des jeunes qui sont rentrés dans le programme
sont maintenus en emploi au bout des 2 ans du contrat, soit par la création de leur propre entreprise ou bien par le maintien dans l'emploi salarié dans l'entreprise, au sein de l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur expérience. Et c'est déjà ça le plus important. C'est l'objectif poursuivi par le gouvernement et on ne peut que se satisfaire de ces résultats. Justement, l'objectif ajouté à tous ces titres que tous ces chiffres que vous venez d'avancer, l'objectif étant de placer dans les entreprises privées ou publiques près de 2000 jeunes par an. Alors, il existe un tel programme et pourtant, ça crie partout. Les jeunes disent qu'ils n'ont pas de l'emploi. Comment peut-on expliquer ce déphasage entre le discours que vous tenez et les réalités que vivent les jeunes? Monsieur Franck, vous savez très bien, vous êtes un journaliste d'investigation, vous savez très bien que de nos universités sortent environ plus de 40 000 formés, diplômés, qui sont aptes pour travailler par an. Le programme spécial d'insertion dans l'emploi vise un pan. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est une expérience que nous faisons pour voir un peu les liens entre la sortie, la fin de la formation et la vie en entreprise. Parce que quand vous finissez votre formation, la première question qu'on vous pose, c'est que les entreprises veulent avoir ici et maintenant des gens qui sont prêts. Et ça amène la question de savoir est-ce que vous êtes expérimenté. Donc, à travers ce programme, le gouvernement est en train juste d'expérimenter l'accompagnement doux dans l'insertion, sur le chemin de l'insertion professionnelle. Donc, quand le jeune finit, l'université, il est diplômé, à travers ce programme, on lui permet d'avoir l'assurance de pouvoir quand même rester en emploi de façon constante pendant 2 ans. Alors, ça lui permet forcément de cocher la case qui consiste à dire, est-ce que vous avez déjà travaillé une fois? Parce qu'ils sont placés dans des conditions réelles de travail. Vous comprenez que pour une phase expérimentale, pour un programme qui se veut expérimental, ça ne peut pas embraser 40 000 personnes. Donc, autant il y a ce programme, autant il y a beaucoup d'autres programmes qui sont en cours et je peux vous dire que tous les jeunes n'ont pas besoin de passer par le PSE. Parce que ce n'est même pas fait pour que tous les jeunes passent par là. Le PSE règle le problème d'une catégorie de jeunes en quête d'emploi. Il y a beaucoup d'autres catégories qui sont prises en charge par beaucoup d'autres programmes que le gouvernement a initiés. Alors, de façon générale, quels sont les problèmes qui se posent aux jeunes sur le marché de l'emploi aujourd'hui au Bénin? Alors, il faut dire que nous avons remarqué la sempiternelle problème et préoccupation de trucs là, d'inadéquation et formation et les offres disponibles. C'est-à-dire quoi? Je vous ai dit tantôt que nous avons eu près de 15 000 demandes de postes formulées par les entreprises. Et à cela, nous n'avons pu satisfaire que 7 000. Que 7 000. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire tout simplement qu'il y a des postes qui sont restés en rade, qui n'ont pas pu être satisfaits. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu de profil. Et ça fait partie des débats que nous avons et de façon permanente avec les différents acteurs. Les différents domaines, les domaines dans lesquels c'est encore criard, je peux vous le dire, ce sont les secteurs de l'hôtellerie-restauration, secteur des TIC et même le secteur des BTP, parce que vous voyez, tout le pays est en chantier et ça de façon vraiment étendue, ce qui fait que ceux qui sont formés, le nombre de diplômés livrés sur les marchés ne suffit plus pour pouvoir vraiment combler les besoins qu'il y a dans ce secteur-là. Donc il y a nécessité à réajuster, à avoir une meilleure péréquation entre les diplômés qui sont livrés sur le marché et maintenant les offres, le potentiel de notre économie par rapport aux ambitions du gouvernement. Monsieur Singbo, après le bilan présenté en Conseil des ministres, je sais que le Conseil des ministres a autorisé la poursuite du programme, n'est-ce pas? Oui. Alors, quelles sont les fortes résolutions qui ont été prises pour dynamiser davantage, pour porter un coup d'accélérateur à ce programme? Bien sûr, nous en tant que, l'instrumentaire de ce programme-là, nous avons travaillé au niveau de la coordination sur les améliorations qu'il faut y apporter. Et comme vous le savez, le programme a bien entendu une instance de gouvernance que nous appelons le comité de pilotage. Et je pense que ce comité de pilotage va aviser nos différentes orientations en son temps. Mais je peux vous rassurer que tout est fait, toutes les dispositions sont prises pour que le programme puisse continuer de servir les entreprises, la jeunesse de notre pays, et tout en s'améliorant, en prenant en compte les améliorations, les ajustements. Et peut-être que je vais vous dire, l'une des améliorations fortes sur lesquelles il faudrait qu'on travaille,
c'est les questions de fraude, des tentatives de fraude initiées par des entreprises qui veulent détourner le programme de son objectif premier en voulant se faire payer les salaires, les chefs d'entreprise qui veulent se faire payer les propres salaires en faisant une ponction de la rétention, en demandant aux candidats, aux allocataires qu'on envoie dans les boîtes de partager une partie de leurs salaires avec eux. Et ça, c'est des situations que nous connaissons pas en droit, que nous dénonçons et que nous envoyons devant le tribunal, et généralement c'est sanctionné par comment on appelle des procès, et on en fait malheureusement certaines entreprises, certains responsables d'entreprises indélicats qui sont dans ces cas-là. Une toute dernière question avec la permission de Eric. Comment accéder à cette plateforme pour un jeune qui vous écoute actuellement, qui vous suit en ce moment? Il veut se positionner sur la plateforme pour se donner des chances d'être placé dans une entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est simple, tout jeune qui a un diplôme professionnel à partir du bac, il va juste dans son moteur de recherche ou bien sûr le lien de la navigation de son téléphone ou de son ordinateur, il tape juste www.pse.bj. Il va voir le parcours candidat à l'emploi, il remplit le formulaire qui est là. Il a 48 heures pour être éligible sur la plateforme, donc il pourra à partir de ce moment-là postuler aux offres que nous publions dans la rubrique poste ouvert sur notre plateforme. Parfait. Maintenant, Thomas Singbo, le chargé du programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE. Merci d'être passé sur le plateau de Canal 3 de Actu Matin. C'est moi qui vous remercie. Et à très bientôt. Merci. Merci Eric. Merci Franck Aounou. Et bien voilà, merci pour cette rubrique. Nous allons marquer une pause avec, bien entendu, l'envie de vous revenir dans un instant. Hola, amigo. ¿En qué te puedo servir? 2 bielos, por favor. 2 sombreros. ¿Comprando? Ah, sí. Sombreros, amigo. Oh my Dios. Excelentes sombreros. Sombreros, the Mexican spirits. Là, est-ce que c'est espagnol il parle? Ah, toi, tu les as joués ici, là, tout cas. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 114 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique « Une date, une histoire ». C'est bien sûr le 52e jour de l'année et nous célébrons Saint-Pierre d'Amiens. Le 21 février marque la Journée internationale de la langue maternelle, proclamée par l'UNESCO en 1999. Elle vise à promouvoir la diversité linguistique et culturelle, ainsi que l'importance des langues maternelles dans l'éducation et la communication. Le 21 février 1946, la France a rétabli la loi des 40 heures de travail par semaine après la Seconde Guerre mondiale. Cette législation visait à améliorer les conditions de travail des salariés et à redonner de l'emploi aux personnes après les perturbations économiques de la guerre. La loi faisait partie d'un ensemble de réformes sociales mises en place par le gouvernement du Conseil provisoire de la République française pour moderniser le pays. Le 21 février 1965, Malcolm X, militant afro-américain et leader des droits civiques, a été assassiné à Harlem, en New York, alors qu'il s'apprêtait à prendre la parole lors d'un meeting. Il a été abattu par des membres de l'organisation Nation of Islam, dont il s'était séparé quelques mois auparavant, après des divergences idéologiques. Cet assassinat a profondément marqué le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Le 21 février 2007, en Italie, le chef du gouvernement Romano Prodi a présenté sa démission au président Giorgio Napolitano après l'échec de sa majorité au Sénat sur un vote lié à la politique étrangère. Toutefois, Napolitano a refusé sa démission et l'a invité à solliciter un vote de confiance qu'il a obtenu quelques jours plus tard, lui permettant de rester en fonction. Le 21 février 2007, le Premier ministre britannique Tony Blair a annoncé le début du retrait des troupes britanniques d'Irak avec une réduction progressive des effectifs. Le Royaume-Uni, allié des États-Unis dans l'invasion de 2003, comptait alors environ 7000 soldats déployés principalement à Bassora. Une date, une histoire, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique « Une date, une histoire ». C'est bien sûr le 52e jour de l'année et nous célébrons Saint-Pierre d'Amiens. Le 21 février marque la Journée internationale de la langue maternelle, proclamée par l'UNESCO en 1999. Elle vise à promouvoir la diversité linguistique et culturelle, ainsi que l'importance des langues maternelles dans l'éducation et la communication. Le 21 février 1946, la France a rétabli la loi des 40 heures de travail par semaine après la Seconde Guerre mondiale.
Cette législation visait à améliorer les conditions de travail des salariés et à redonner de l'emploi aux personnes après les perturbations économiques de la guerre. La loi faisait partie d'un ensemble de réformes sociales mises en place par le gouvernement du Conseil provisoire de la République française pour moderniser le pays. Le 21 février 1965, Malcolm X, militant afro-américain et leader des droits civiques, a été assassiné à Harlem, en New York, alors qu'il s'apprêtait à prendre la parole lors d'un meeting. Il a été abattu par des membres de l'organisation Nation of Islam, dont il s'était séparé quelques mois auparavant, après des divergences idéologiques. Cet assassinat a profondément marqué le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Le 21 février 2007, en Italie, le chef du gouvernement Romano Prodi a présenté sa démission au président Giorgio Napolitano après l'échec de sa majorité au Sénat sur un vote lié à la politique étrangère. Toutefois, Napolitano a refusé sa démission et l'a invité à solliciter un vote de confiance qu'il a obtenu quelques jours plus tard, lui permettant de rester en fonction. Le 21 février 2007, le Premier ministre britannique Tony Blair a annoncé le début du retrait des troupes britanniques d'Irak avec une réduction progressive des effectifs. Le Royaume-Uni, allié des États-Unis dans l'invasion de 2003, comptait alors environ 7000 soldats déployés principalement à Bassora. Une date, une histoire, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Seulement avec Canal+. 3, 2, 1. Allons-y. Nous exigeons la justice. Ah bah là, on commence à s'amuser. Je suis dans une extase folle. Et c'est à vous que nous devons ce succès. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles, avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de 30 jours offerts à tout Canal+.
Actu Matin se poursuit justement avec l'intervention de M. Bana Ibrahim en lieu et place de votre forum de discussion. Nous sommes en liaison avec M. Bana Ibrahim depuis le Niger. Après 6 jours de travaux, les assises nationales pour la refondation du Niger ont pris fin ce jeudi 20 février. Dans la matinée, les 5 commissions ont rendu publiques les conclusions de la réflexion. Nous allons justement les évoquer ces conclusions avec notre invité, M. Bana Ibrahim. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un acteur de la société civile et vous avez participé justement aux assises nationales pour la refondation du Niger. Dites-nous comment les travaux se sont déroulés. Écoutez, bonjour et je vous remercie de cette occasion que vous m'offrez de parler à vos auditeurs et de revenir sur un événement historique qui vient de prendre fin dans notre pays. Ce sont les assises nationales pour la refondation du Niger. Il faut rappeler que ces assises ont été précédées d'abord par des assises au niveau à l'échelon communal, ensuite à l'échelon départemental, régional. Donc la concrétisation de la concertation du peuple a été de réunir au centre de conférence Mahatma Gandhi 716 délégués qui sont venus de toutes les régions et qui représentent l'ensemble des couches socio-professionnelles de notre pays. Donc les assises ont consisté à 2 séances plénières. Le reste du temps, ce sont ont été des travaux en commission. Comme vous l'avez rappelé, 5 commissions thématiques avaient été mises en place, que je vais vous rappeler. Il s'agissait de la première commission qui s'est penchée sur la paix, la sécurité, la cohésion nationale et la réconciliation. La deuxième commission thématique s'est penchée sur la refondation politique institutionnelle. La troisième commission, quant à elle, a eu à connaître des questions liées à l'économie et au développement durable. La 4e commission s'est penchée, quant à elle, sur la géopolitique et l'environnement international. Et enfin, une 5e commission qui a débattu des questions liées à la justice et aux droits de l'homme. Donc voilà comment se sont déroulées ces assises. Dans un climat de convivialité, les assises puisque nous étions conscients que le temps ne permettait pas du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Donc les travaux se sont focalisés sur les remèdes apportés à toutes les questions liées aux 5 thématiques et les conditions de refondation du Niger. D'accord. Alors, voilà à peu près ce qu'on peut dire des assises. Alors qu'est-ce que ces 6 jours de travaux ont accouché comme grande conclusion? Écoutez, globalement, les conclusions sont, il y a eu environ 600 à 700 recommandations liées donc aux 5 sous-thèmes dont j'ai parlé tantôt, mais il y a des conclusions phares qui ont été portées à la connaissance du public en attendant le dépôt du rapport final qui va intervenir 3 semaines après la fin des assises. Parmi les recommandations fortes qui ont été prises par les participants au forum, il y a la détermination de la durée du processus de refondation. À l'unanimité, quasi-unanimité, les délégués se sont prononcés en faveur d'un délai de 5 années renouvelables en fonction de l'évolution de la question sécuritaire, mais également de l'agenda de la Fédération des États de l'Alliance des États du Sahel, ainsi que sur une appréciation en lien avec le taux d'exécution du cahier des charges qui sera dévolu aux différents organes de la transition. Donc, environ ce qu'il faut retenir, c'est cela. Une des grandes recommandations concerne également la dissolution des partis politiques actuels de notre pays et la réécriture d'une charte autour d'un multipartisme contrôlé pour un peu résoudre la question liée à la multiplicité des petits partis politiques qui participent à fragiliser la paix. Donc,
il y a eu également une recommandation forte qui concerne le chef de la transition ou le chef du CNSP, puisque les participants ont demandé de l'élever au plus haut grade dans l'armée de notre pays, qui est celui de général d'armée 5 étoiles. Donc il y a eu évidemment d'autres recommandations non moins importantes, notamment il y a eu une qui concerne la justice sociale et la justice tout court. Les participants ont estimé qu'il faut résoudre à poursuivre toutes les personnes impliquées dans les différents scandales qui ont émaillé la vie publique de notre pays et de le faire sans état d'âme, pour qu'à la suite de cette justice qui sera rendue au peuple nigérien, on puisse choisir d'aller vers une réconciliation nationale véritable. D'accord. Alors, voilà à peu près les grandes lignes. Oui, les grandes lignes. D'accord. Et quelle va être la suite à présent, à l'issue de ces assises? Écoutez, il y a l'ébauche d'un avant-projet d'une charte de la transition, et cet avant-projet va fixer désormais les nouveaux organes du processus de refondation, et il appartiendra au chef, au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, d'homologuer et de donner corps aux différentes recommandations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une période de rédaction et de peaufinage du rapport qui va durer 21 jours. Ensuite, le rapport sera officiellement remis aux autorités pour que celles-ci s'attellent à la mise en œuvre des recommandations des représentants des couches sociaux professionnels de notre pays. Parfait. Merci à vous, Monsieur Banan Ibrahim. Merci pour votre intervention. Je vous souhaite une très bonne journée de côté du Niger. À vous pareillement, à vous pareillement. À l'instant, M. Bana Ibrahim, acteur de la société civile, qui a donc participé aux assises nationales pour la refondation du Niger. À présent, nous allons mettre un thème à cette émission, mais avant, je vous laisse suivre la revue de presse. Passez une très bonne journée. À midi, retrouvez Gilles Dadi pour votre émission Le Plein de Midi, une émission de divertissement. À 13h, votre journal, et puis à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien. À très bientôt. À toutes et à tous, bonjour. Deuil au sein du gouvernement béninois, le potentiel, le placard en gros et titre que le ministre Kouaro Yves périt dans un accident de la route. Libération Carnet-Noir, Kouaro Tchabi n'est plus. Le matinal parle de décès tragique du ministre Kouaro Yves Tchabi en indiquant que son garde du corps a été emporté par le drame, sa femme et le chauffeur dans un état critique. Bénin Intelligent y consacre sa une en titrant « Tragédie au sommet de l'État » en expliquant que le Bénin est en deuil. Le ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Yves Tchabi Kouaro, a tragiquement perdu la vie dans un accident de la route le jeudi 20 février à Parakou, dans le nord du pays. À ce stade, aucune communication officielle n'a encore été faite sur les circonstances exactes de l'accident. Cependant, des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un véhicule gravement endommagé, témoignant de la violence du choc. Selon des témoins, la voiture du ministre aurait percuté un camion en stationnement dans une zone sombre et sans signalisation. Le gouvernement deuil, le ministre Yves Tchabi Kouaro n'est plus, titre à son tour Fraternité qui pointe que Yves Tchabi Kouaro était une figure marquante du gouvernement, reconnu pour son engagement en faveur de l'éducation et de la formation professionnelle. Son décès brutal laisse un vide immense au sein du paysage politique béninois. Les circonstances exactes de l'accident n'ont pas encore été communiquées. Dans la suite, l'autre quotidien s'est intéressé à la commercialisation des 20 000 logements sociaux et économiques de la cité de Ouedo et l'affiche d'ailleurs en titre quand
La Nation relate que les premiers logements sociaux et économiques entièrement achevés sont mis en vente à la cité de Wedo, site d'environ 250 hectares situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Seul critère de taille, être de nationalité béninoise, résident ou non. La balle est désormais dans le camp des acquéreurs, ce qui permet aux opérateurs économiques d'amortir leurs biens sur une durée de 25 ans. Pour cette catégorie, l'État demande aux bénéficiaires de payer à raison de 97 000 francs CFA la mensualité en intégrant le bâtiment avec une caution de 3 mois. Conçu selon les normes environnementales les plus strictes, Pointe Bénin Intelligent, cette ville verte offre aux Béninois un cadre de vie moderne et accessible, a précisé le ministre. Pour José Didier Tonato, ministre du cadre de vie et des transports, chargé du développement durable, souligne Fraternité, c'est Wedo qui accueille la première cité appelée écocité. Nous devons veiller à ce qu'à partir de Wedo, des centaines de villes durables émergent à travers tout le pays, a-t-il dit, tout en soulignant que ce programme est le fruit des projets inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Nous poursuivons la bataille pour notre souveraineté politique, économique et sociale, tout en affirmant le rôle du Bénin sur le continent. Tout le monde le sait, le logement fait partie des 5 besoins fondamentaux de l'homme et constitue un indicateur clé des objectifs de développement durable, notamment l'ODD 11. Une fois de plus, le gouvernement prouve que la recherche du bien-être social est un défi qu'il relève. Ce programme représente une avancée décisive pour le développement de Wedo. Il illustre la capacité de la ville à évoluer en accord avec les principes du développement durable tout en préservant son identité. Et puis en ce qui concerne le dialogue interreligieux, Libération rapporte que Talon échange avec les hauts responsables de l'Église du christianisme céleste. Le matinal renchérit et souligne que Talon engage la réconciliation des dissidents. Bénin Intelligent de pointer que le président Patrice Talon a reçu le jeudi 20 février au Palais de la Marina une délégation de haut rang de l'Église du christianisme céleste venue du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. La délégation était conduite par le révérend pasteur Benoît Bennett Adeogun, supérieur mondial de l'ECC, le révérend pasteur Emmanuel Mobiyina Oshofa, chef mondial de l'ECC au Nigeria, et le vénérable suprême évangéliste Hyacinthe Sarasoro, président du Conseil national pour l'unité de l'Église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire. Tous trois ont exprimé leur satisfaction quant à l'intérêt du président Patrice Talon pour le dialogue interreligieux. Soucieux de la cohésion au sein de l'ECC, ils lui ont exposé les défis auxquels l'Église est confrontée. Pour la nation, pendant près de 3 heures d'horloge, il a échangé avec les leaders mondiaux de cette confession religieuse sur les défis du moment la concernant. Le chef de l'État a ainsi jeté avec les premiers responsables de l'Église du christianisme céleste les bases de leur réconciliation et de la réunification. Cette initiative présidentielle et la démarche qui la sous-tend sont bien appréciés des premiers concernés qui y adhèrent totalement. Pour rappel, la crise au sein de l'Église du christianisme céleste est survenue depuis le décès de Samuel Oshofa, son père fondateur. Au Bénin, au Niger et en Côte d'Ivoire, chaque leader religieux réclamait sa succession, ce qui mettait à mal la cohésion au sein de l'Église. La dynamique amorcée vise donc à mettre fin à cette guerre. En sport, le pays émergent rapporte qu'en match aller comptant pour le premier tour des éliminatoires de la CAN féminine, dont la phase finale aura lieu en 2026 au Maroc, les Amazones du Bénin se sont imposées à l'arraché de 1 devant les Sierra Queens. Au stade de Kégué à Lomé, les filles du coach Abdoulaye Ouzérou peuvent nourrir assez de regrets après cette courte victoire qui ne les met pas à l'abri de toute surprise puisque la manche retour prévue au Libéria lundi s'annonce compliquée. Le confrère de la matinée se fait aussi prudent et écrit que c'est un succès qui leur permet de prendre une légère avance avant le match. Seulement, rien n'est encore joué et la sélection béninoise devra redoubler de prudence face
à un adversaire dont les méthodes douteuses ont déjà laissé des traces dans l'histoire du football béninois, notamment du côté des hommes, avec cette triste affaire de test Covid. C'était la revue de presse quotidienne. Merci d'avoir été à l'écoute.